Africa TV, au-delà des idées reçues. In a letter written to Prime Minister Joseph Dion Ngute, the people of Mara request the cancellation of the newly enthroned Lamido. Known since Saturday, September 16, 2023, Abdullahi Yerima Bakari is the new Lamido of Marwa. A few days after he was appointed, parts of the population denounced an electoral charade and a parody of democracy. Lamido, meaning great king or great leader, is the political and spiritual leader of a small Muslim territory, highly respected by his people and is seen as a symbol of tradition and cultural heritage. He plays an important role in maintaining peace and stability in the region and is often called upon to mediate disputes and resolve conflicts. The Directory of Chiefdoms of Cameroon lists 15 first-degree Lamidas in the 3 northern regions and 3 sultanates. In Cameroon, the position of Lamido is typically inherited within a particular family or lineage. However, there are also certain traditional and cultural norms and procedures that must be followed in order to ensure the Lamido is chosen fairly and in accordance with local customs. And according to Cameroonian political and customary traditions, the appointment of Lamidos is ordered by the head of state, and President Paul Biya is no exception to the rule. Reigning for 20 years on the throne of Marwa, His Majesty Bakari Buba Aliyu died at the age of 64 on Monday, July 17, 2023 at the Yaoundé General Hospital following illness. Succeeded by his brother, Abdullahi Yerima Bakari, is known as the 16th monarch of the Lamida of Marwa. He is said to have had a poor record as mayor of Marwa II in the year 2007 to 2020. Also mentioned in the letter that he is a direct consequence of a network of corruption and conscience buying, bribed notables who each collected an amount of 5 million CFA. The impact of a new Lamido of Marwa on the Marwa people can vary depending on the number of factors, but ultimately, their actions and decisions can have a significant impact on the lives of the people they serve. Le gouvernement camerounais envisage de lancer une nouvelle campagne contre le vrac. Une huile raffinée bon marché qui inonde les espaces commerciaux du pays. Selon les autorités publiques et les acteurs de la filière, cette huile présente un risque pour les consommateurs. Le 19 septembre dernier, dans une lettre adressée aux raffineurs d'huile de palme, le ministre du Commerce, Luc Malboa-Mbarga Tangana, met en garde contre la commercialisation de ces huiles vrac. Dans nos marchés, les huiles dites vrac bondent depuis des années. Elles sont des produits de grande consommation puisque la quasi-totalité des ménagères les utilisent pour la cuisson. J'ai choisi de vendre l'huile pour pouvoir suivre à mes besoins et d'aider ma famille. Et je me suis plus basé sur l'huile parce que c'est un peu un domaine depuis l'enfance que j'ai appris. Et avec ça, je m'en sors un peu. Ce produit non traçable est généralement mis sur le marché dans les emballages non étiquetés. À la différence des huiles raffinées, obéissant aux normes réglementaires, le vrac a la particularité d'être accessible à toutes les bourses. Nous avons les périodes que l'huile est chère, nous avons les périodes que l'huile est moins chère. Comme cette période, l'huile était un peu chère, mais ça fait un peu quelques temps que c'est un peu baissé. Les prix varient de 1600 à 1550. 1,5 litre. Maintenant, comme il y a un peu une réduction sur le marché, on a aussi baissé les prix à 1550 et le litre est 1050. Cette huile, qui n'est généralement pas déclarée, est écoulée dans les circuits informels. Sa commercialisation est une source de revenus pour de nombreux Camerounais. Les consommateurs, attirés par le prix bas de ce produit, ne semblent pas se soucier des risques qu'il présente pour leur santé. Or, les bidons dans lesquels sont contenues ces huiles végétales peuvent avoir contenu des produits chimiques dangereux pour la santé, ce qui parfois contribue au risque cardiovasculaire global. En outre, personne ne sait d'où viennent les bouteilles d'eau minérale dans lesquelles
L'on conserve cette huile pour la vente aux consommateurs. Les vendeurs d'escargots sont de plus en plus nombreux dans nos marchés, ce qui s'explique par le fait que les populations en consomment de façon continue. La vente des escargots est une activité florissante et prisée par des commerçants cherchant les gagne-pain quotidiens. Quand je suis payable, je vends ce qui peut me rapporter quelque chose. Parce que les escargots se mangent beaucoup, les gens mangent ça beaucoup plus que la viande. Consommé auparavant par une minorité, l'escargot aujourd'hui fait partie des viandes les plus commercialisées et vendues peu importe la période de l'année. Ça commence à mars, juin, juillet, il y a l'abondance. Il est souvent mis sur le marché sous des formes variées. L'escargot peut alors être préparé comme toute autre viande. Il se mange cuit, frit, rôti, braisé ou fumé. Puis il y a les prix, les petits. C'est 2000. Quand il y a l'abondance, c'est 2000, 1500. Enfin, quand il y a l'abondance, les plus petits, là, c'est 2000, 1500. Les moyens, c'est 2000. Les gros, 3000. Quand il n'y a pas, ça part de 2500 à 3000, 4000, 5000. La consommation de la chair d'escargot prend de l'ampleur au grand bonheur des commerçants et des éleveurs. Le commerce de l'escargot permet à certains de prendre soin de leur famille et de réaliser d'autres projets. J'ai vu, puisque c'est avec ça que j'inscris mes enfants à l'école, je mange. Donc, ça m'aide à résoudre mes problèmes. Il existe sur notre planète plus de 200 000 espèces d'escargots, terrestres ou aquatiques. C'est un mollusque riche en acides gras oméga 3. Des lipides bénéfiques pour l'humeur, la peau, les cheveux et le cœur. Les escargots renferment aussi beaucoup de fer, essentiel pour la formation de globules rouges et l'oxygénation sanguine. Finalement, on y retrouve aussi de la vitamine A, du zinc et du calcium. La Fédération Senior Dames tient depuis hier son nouveau coach. Bertin Tabediantou prend la tête de la sélection nationale de handball dames par nomination du président de la Fédération camerounaise de handball, Abba Oumat. Le handball, sport qui oppose deux équipes de 11 ou de 7 joueurs où chacun s'efforce d'envoyer une balle ronde à l'intérieur des buts adverses par une série de passes à la main sans aucune intervention des pieds. Ce sport, né dans les années 1920 en Allemagne, est une initiation de l'allemand Karl Schellen. Au Cameroun, ce sport est pratiqué déjà depuis plusieurs années. À cet effet, la Fédération camerounaise de handball est régie par la loi numéro 080/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté des associations. La FECAHAN a globalement pour rôle de promouvoir, valoriser, développer et contrôler la pratique du handball au Cameroun. Raison pour laquelle Bertin Tabediantou succède à l'ex-sélectionneur de l'équipe senior handball du Cameroun, Serge Guébogo, décédé le 24 février dernier. Le nouveau sélectionneur sera alors secondé par Oumarou Mohamed, entraîneur adjoint, et par René Bamouni Sedi, entraîneur gardien. Les élections présidentielles prévues pour les 4 et 18 février 2024 sur l'étendue du territoire malien sont reportées. La nouvelle est rendue publique par un communiqué officiel émis par le gouvernement hier, 25 septembre 2023. Dans ce communiqué, le gouvernement de la transition au Mali a justifié ce report par la prise en compte des nouvelles dispositions constitutionnelles de la loi électorale qui prévoit une augmentation du délai entre les tours présidentiels. La prise en compte de la révision des listes électorales et la prise en compte de la base des données du recensement administratif à la vocation d'état civil par les prestataires de l'entreprise française IDEMIA. Le gouvernement d'Assimi Goïta a rappelé par la même occasion sa volonté d'effectuer un retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, tout en soulignant qu'il a décidé d'organiser les élections présidentielles exclusivement pour sortir de la transition. Assimi Goïta, président de la transition malienne depuis le coup d'État d'août 2020 qui a renversé Badian, stipule que ce report intervient dans un contexte sécuritaire tendu, cas du nord du pays où les attaques se multiplient au fil des semaines.
Néanmoins, le gouvernement affirme, au terme de la séance de travail avec l'autorité indépendante de la gestion des élections, AIJE. Jubilation, excitement and celebration arose following the announcements of the GCE Advanced Level and Baccalaureate results. The successful candidates are faced with the issue of what to do next, whether going in for professional training or going in for further studies. However, integration into the job market remains the greatest preoccupation. Bien, disons que le diplôme à la fin du secondaire, puisque c'est celui dont il s'agit, est un gage de scolarisation d'abord. Avant toute chose, c'est un gage de scolarisation. C'est-à-dire que celui qui est dépositaire d'un baccalauréat, que ce soit en série générale ou technique ou professionnelle, est d'abord capable de montrer qu'il a fait des études secondaires. C'est-à-dire qu'il est capable de lire, d'écrire, de raisonner minimalement et donc d'avoir une réflexion de base sur à peu près tous les sujets de la société. Ça, c'est au niveau minimal. Au niveau professionnel, pour venir à la question que vous posiez, il s'agit de savoir quelles sont les compétences qu'il peut montrer et offrir à la société. C'est-à-dire que pour un baccalauréat général, par exemple, je prends l'exemple du baccalauréat A4 allemand, qu'on appelle lettres et philosophie, il est capable normalement il est capable de produire des travaux de rédaction administrative, il est capable de produire des écrits littéraires, il est capable de produire un raisonnement philosophique. Ça, c'est ce qui est attendu d'un diplôme d'un baccalauréat général. Pour un baccalauréat scientifique, les compétences seront différentes. Pour un baccalauréat technique aussi, ça sera différent. La vraie question, c'est quelle est la place qui lui est réservée dans chacun de ces domaines-là, puisqu'on parle de filière, que ce soit scientifique ou littéraire. Quelle est la place qui lui est attribuée dans une organisation qui produit ce type de service? Est-ce que pour une production, je prends l'exemple du journalisme par exemple, secrétaire de rédaction, est-ce qu'il aura les mêmes compétences qu'un diplômé en secrétariat bureautique qui a un BTS par exemple? Il est clair que non, parce que les attendus sont différents en fonction des niveaux de formation. C'est pour ça que je dis que pour un baccalauréat, c'est un niveau minimal de formation. C'est d'abord un niveau de formation qui fait preuve où quelqu'un fait preuve de scolarité, quitte à ce que ce soit développé dans des filières différentes, dans le supérieur ou dans la formation professionnelle. The value of a certificate in the context where there is a high rate of unemployment and where in the educational system, the most important thing is to move to an upper class but not showing off your skills. This raises the issue of coherence with the curriculum and the issue of competitiveness in the job market. Disons que ça pose, on va dire, deux problèmes. D'abord, il y a un problème de cohérence du cursus et puis un problème de compétitivité du marché de l'emploi. La cohérence du cursus est celle en lien avec les aspirations de l'aspirant chercheur, c'est-à-dire de celui qui veut du travail. Est-ce qu'en faisant les études, je prends en série lettres par exemple, j'ai en idée, ou alors avec les parents, est-ce que les parents ont en idée un positionnement professionnel à la sortie du lycée? La question, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord un besoin de scolarisation de base, puisque ce n'est pas avec le baccalauréat qu'on devient un ingénieur dans un domaine par exemple, ou un technicien dans un domaine. Ça, c'est le problème de cohérence avec le profil académique ou scolaire. Le problème de la compétitivité va naître à partir du moment où il y aura saturation d'un type de diplôme ou d'un diplôme en particulier. Si on prend le cas de l'enseignement général, cette année par exemple on a vu un record. Si on a 94 000 bacheliers sur le marché au même moment, il est clair que il va se poser un problème de saturation de bacheliers sur le marché et les postes d'emploi ne sont pas accessibles ou ne sont pas disponibles pour tous les 94 000 diplômés. C'est pour ça que je disais, ça pose deux problèmes. Il y a un problème de cohérence vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce qu'on aspire faire après le baccalauréat? Et aussi, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire après le baccalauréat et le type de baccalauréat qu'on a obtenu, est-ce que, vu le nombre de candidats qui ont le même niveau, dont le même diplôme que nous, il est possible pour nous d'avoir l'emploi souhaité. C'est à ce moment-là qu'il faudra donc d'autres types de capitaux, que ce soit les réseaux, que ce soit les moyens financiers, pour avoir plus de chances d'avoir un emploi ou alors simplement pour poursuivre des études supérieures pour affiner les domaines de compétences qui sont les nôtres.
On the social level, the educational system is seen as a cornerstone of the social system. As long as there is school, there will be a quest for certificates of education, because acquiring a certificate can possibly determine an individual status in the society. La dimension sociale comme enjeu de l'obtention du diplôme est réelle, ne serait-ce que parce que le système social camerounais, et on va dire comme dans toutes les sociétés, est au moins en grande partie organisé autour du système formel de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a un cursus académique, un cursus scolaire qu'il faut suivre et qui permet de juger qui a accompli, du moins chez les adolescents, un certain nombre d'exploits. Le diplôme du CEP, le diplôme du BPC, le DCI, ordinaire, voilà. Chaque diplôme est gage d'apprentissage. Avant même les compétences, c'est d'abord un gage d'apprentissage. Et qui dit apprentissage dit ensemble de valeurs qu'un individu possède par rapport à d'autres ou par rapport à sa société. Donc rien que de ce point de vue-là, le diplômé est quelqu'un, ou alors est quelqu'un de mieux que d'autres personnes parce qu'il a un diplôme que tout le monde n'a pas et auquel tout le monde aspire. Maintenant qu'on l'a dit, ça, on ne va pas revenir sur la dimension professionnelle ou sur l'enjeu professionnel du diplôme. La dimension purement sociale du diplôme est donc liée à l'organisation sociale de l'éducation ou de la place d'éducation formelle dans la société. C'est donc pour ça qu'indépendamment des modèles de réussite alternatifs qu'on observe, que ce soit actuellement on voit les influenceurs de toutes parts, ou que ce soit la musique ou le sport ou d'autres formes de performance culturelle en général, il y a quand même un certain gain ou alors une forme de permanence de l'attrait du diplôme, ne serait-ce que parce que c'est encore gage de civilisation, gage d'éducation, et donc même celui qui a, on va dire quoi, des millions de salaires mensuels revendique ne serait-ce que par pure valeur symbolique la nécessité d'avoir un diplôme formel. Et donc la joie que l'on peut observer dans les quartiers ou dans les chaumières à la lecture des résultats des examens, notamment du baccalauréat, est donc aussi fonction d'abord à l'affirmation que les candidats ont et les parents avec, les familles avec, de ce qu'ils ont acquis un statut vis-à-vis d'autres, mais aussi, et vous l'avez dit, notamment pour le cas du baccalauréat, c'est la marque par excellence de la liberté que l'on acquiert lorsqu'on est un adolescent, que ce soit au sein du foyer familial ou lorsqu'on est loin de la famille. Il y a une forme de déclic qui se crée d'abord vis-à-vis du fait qu'on a ôté la tenue pour soi-même, qu'on n'est plus astreint à un code réglementaire, un code disciplinaire astreint lorsqu'on est dans un établissement. Et donc le baccalauréat devient comme un visa d'affranchissement que l'adolescent ou le jeune apprenant, le bachelier, le jeune bachelier, la jeune bachelière s'octroie pour dire désormais moi aussi je peux parler librement, ou alors je peux agir plus librement vis-à-vis des aînés ou vis-à-vis des cadets parce que j'ai franchi le Rubicon, pour parler comme les latins. Donc il y a réellement un enjeu social qui n'est pas professionnel mais qui est purement relationnel et qui permet aux jeunes bacheliers de gagner en liberté, ne serait-ce que de manière générale vis-à-vis des membres de la société, des aînés et des cadets notamment. It is also important to parents who have professional projects for the children they send to school. The key is to know what to do with the certificate and not wait to know what the certificate will do. Au niveau des apprenants, ici, ce que je préconise, comme je dis, c'est d'abord de s'investir dans les études. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. C'est puisque depuis le primaire, il y a une forme de débarras dont les parents usent pour envoyer les enfants à l'école. Voilà, donc c'est davantage dans cette forme de routine-là que la scolarisation s'effectue. Et ce n'est que lorsqu'on atteint un certain niveau qu'on se demande, en fait, pourquoi est-ce que je faisais ces études-là? Est-ce qu'il aurait même fallu que je les fasse? Donc les questions arrivent généralement un peu tard. Donc c'est aussi du rôle des parents d'abord d'avoir des projets professionnels ou des projets de vie pour les enfants qu'ils ont à l'école. Maintenant, au niveau je ne vois pas comment est-ce qu'on peut le faire dès le secondaire, parce que l'idée ici d'abord d'avoir le diplôme, mais je dirais pour ma part que le supérieur est le lieu par excellence pour bâtir un projet professionnel. C'est-à-dire que le choix de la filière doit être fait en harmonie ou alors en adéquation avec une observation du marché de l'emploi et des aspirations personnelles.
Pour ceux qui veulent voyager, ayant identifié des universités étrangères où ils veulent se former, qui en ingénierie civile, qui en génie civil, autant pour moi, ou en génie informatique, ça, c'est une réflexion qui doit être faite au moment où on passe le baccalauréat ou au moment où on le prépare à tout de moins. Pour ceux qui veulent rester au pays, qui veulent faire des études supérieures, il y en a qui vont aller dans le privé, selon les formations qu'on a choisies pour un BTS ou bien pour un DUT. Il y en a qui vont aller dans le public pour une licence, master ou un doctorat. Mais toujours est-il que chacune de ces opportunités, de ces pistes, ouvre sur un ensemble de compétences à vendre. Donc pour moi, la clé, s'il n'y avait qu'une seule clé, la clé serait de te demander qu'est-ce que je veux faire de mon diplôme. Ce n'est pas tant de savoir ce que le diplôme fera de moi, mais qu'est-ce que je veux faire. Parce que les diplômes, comme je l'ai dit, on les a tous, parfois avec des pensions différentes, mais on les a tous. Donc supposément, on a les mêmes compétences. La différence, c'est qui saura les mettre en valeur mieux que les autres, et éventuellement ceux-là auront de meilleures chances de s'insérer sur le marché de l'emploi, sous réserve de la compétitivité, parce qu'il y a d'autres capitaux, comme je l'ai dit, il y a les réseaux, ça, il faut en avoir conscience. Ce n'est pas qu'il faut s'apitoyer en disant pourquoi eux ils ont les moyens et nous pas. L'idée, c'est une fois qu'on sait que cette différence-là existe, comment est-ce qu'on se démarque néanmoins de ceux qui n'ont pas fait la réflexion que nous faisons? Oui. Disons que le civisme a ses limites, il faut le dire ainsi. On peut faire le civisme, mais à un moment, on doit être devant sa responsabilité en disant d'accord, j'ai fait l'école, mais est-ce que c'est juste pour faire l'école que je le faisais, ou alors j'avais un projet réel derrière? Parce que sinon, s'il n'y a pas de réflexion en amont, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Personne ne dit, j'ai du mal lorsque j'entends quelqu'un dire que nous avons été envoyés à l'école, nous avons fréquenté et aujourd'hui nous n'avons pas de travail. Ce n'est pas à l'État. Il y a très longtemps que l'État ou alors la fonction publique ou le gouvernement a été le gage d'emploi pour les diplômés. On est dans une époque où le libéralisme aidant, ou le capitalisme aidant, chacun doit pouvoir, prenant en compte les moyens mis en œuvre par l'État à quelque niveau que ce soit, se créer sa propre voie. Puisque, que ce soit le concours, les concours directs ou les concours indirects à la fonction publique, ce sont des moyens mis en œuvre, que ce soit les systèmes de formation primaire, secondaire ou universitaire, ce sont des moyens mis en œuvre par le gouvernement. Maintenant, ce que le gouvernement peut faire, c'est tenir la main de chaque diplômé en lui disant toi tu seras ici, toi tu seras là-bas. C'est une époque révolue et il faut très vite se réveiller de peur de finir frustré par exemple. Though education is considered a key to employment, has now started putting everything into question. Do we school for a purpose or we school for a better future?